Salut, c'est Fréchy Glam Fashion. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo et pour cause. J'ai pris un peu de repos, mais surtout, j'ai cassé mon téléphone. Donc, j'ai été complètement coincée. J'ai dû trouver donc une autre solution et utiliser le téléphone de mon époux. Aujourd'hui, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. On est sur le mariage et je trouve que c'est vraiment ça très intéressant de pouvoir commencer ce thème-là parce que voilà, on est au mois de mai et puis fin mai d'ailleurs et les mariages vont bientôt commencer, les gens vont se marier, vous avez peut-être rencontré l'homme ou la femme de votre vie et vous avez décidé de vous engager l'un envers l'autre. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de points que parfois les mariés oublient de voir, oublient de discuter et c'est souvent après le mariage qu'on se dit « Oh mais en fait j'aurais dû me renseigner, j'aurais dû poser la question, j'aurais dû plus creuser, j'aurais dû plus réfléchir ». Et donc moi dans cette vidéo-là, je vais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre de réfléchir avant de vous engager. Et encore une fois, comme dans la vidéo précédente, si vous êtes déjà engagé en mode vous êtes fiancé et vous êtes sur le chemin du mariage, encore une fois, même là, vous avez le droit de rebrousser chemin. Il y a plusieurs points qu'on a vus précédemment et je vais les continuer. Le point précédent que je voulais aborder, c'était les 10 mauvaises raisons de se marier. Numéro 4, si je me trompe pas, c'est pour défier les parents. Oui. Quand on est jeune par exemple et qu'on a envie de très rapidement quitter sa maison, quitter le foyer où on a grandi, quitter sa famille, on a tendance à un petit peu prendre la température de ce qui se passe chez nous. Et si ça va pas avec papa, si ça va pas avec maman, si ça va pas parce que je sais pas, on a grandi dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, ou on a grandi dans une famille où il y a pas d'enfants, on est solo, voilà. On se dit voilà, moi je vais quitter le foyer, puis je vais aller me marier, puis je vais aller faire ma propre famille. Je vais quitter la maison parce que ça va pas avec papa, on s'entend pas, on se comprend pas, ils veulent m'obliger à faire ça et puis moi je veux faire ça. Bref, se marier parce que on veut embêter ou défier les parents. Je pense vraiment que c'est la pire des choses à faire. Que tu le crois ou pas, il y en a beaucoup qui peut-être se sont mariés pour défier ou répondre à leurs parents. C'est comme une provocation. Ah, tu penses que je suis pas capable de me marier? Je vais me marier. Sans prendre en considération que quand tu fais l'acte de te marier, c'est plus que juste de te marier avec une autre personne et c'est beaucoup plus que juste provoquer ses parents. Ça me rappelle un temps où les adolescents, justement, je voyais des émissions, les adolescents, ils partaient de chez eux fâchés avec leur mère ou avec leur père et puis ils avaient rencontré une petite copine et tout de suite ils s'engageaient avec cette personne-là. Et puis quelques années plus tard, ils revenaient voir la maman ou le papa en s'excusant, j'aurais jamais dû partir comme ça. Et c'est vrai, il faut jamais partir comme ça et il faut jamais surtout se marier parce qu'on est fâché d'un côté. Et donc, si tu as cette attitude de j'en ai trop marre de devoir faire tout ce qu'ils me demandent à la maison, alors je vais leur montrer, je vais les défier. Moi, je suis pas obligée de rester ici, je suis pas obligée de rester chez eux, je suis pas obligée d'obéir à ce qu'ils me disent. Sache que ce n'est pas la bonne foi et surtout, ne prends jamais la décision de te marier pour partir de chez toi. J'ai remarqué que les adolescents, de plus en plus, aiment de moins en moins la discipline. Ils aiment de moins en moins l'obéissance et ils ont parfois envie de ne plus obéir ou de ne pas respecter des règles imposées dans une maison, dans un foyer. Et donc, ils vont commencer à s'irriter envers leurs parents parce que ça les énerve. Et ça, c'est vraiment la génération de « je veux tout vite et je veux tout consommer maintenant et si j'aime plus et si j'aime, j'aime ». Et ça, c'est vraiment une mauvaise mentalité. Et donc, partir parce qu'on n'aime pas une discipline, partir parce qu'on veut fâcher et énerver encore plus le père ou la mère ou voilà les parents, c'est vraiment puéril. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. C'est vraiment, ça montre encore plus finalement la mentalité
l'enfantillage de l'adolescent ou de l'adolescente. Et donc, l'adolescent part, il va se marier et il pense que se marier, ça demande pas la discipline. Mais être marié, être en couple, être avec un homme ou une femme, et puis ensuite avoir des enfants, ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande des règles, ça demande des limites, ça demande de la vision, ça te demande tellement de choses que s'il y a bien une chose que tu dois pas faire, c'est aller te marier pour fâcher ton père ou ta mère. Donc, si tu es adolescent ou adolescente, tu dois faire attention à cette colère et à tous ces ressentiments qui peuvent vraiment t'emmener à faire quelque chose de complètement insensé. Te marier sans vraiment y accorder la moindre réflexion, c'est dangereux. Ou tu as rencontré un homme pendant voilà, je sais pas, t'es en fin de lycée, tu passes ton bac et puis tu rencontres un jeune homme et puis ça se passe pas très bien à la maison. Et puis ce jeune homme te promet monts et merveilles, il te dit viens avec moi, viens on se marie ou viens on habite ensemble, on va prendre un appart ensemble et puis on se dit ouais comme ça je vais échapper à l'atmosphère ambiante, écrasante de ma famille, de mes parents ou de mes frères et sœurs qui sont relous et qui m'embêtent constamment. Mais en réalité, quand tu t'y connais absolument pas au sujet du mariage ou d'être en couple, tu ne dois absolument pas saisir cette chance. Parce qu'elle peut vraiment représenter pour toi un danger. Et surtout, même si ça a des allures de situation rapide, facile, d'échapper aux restrictions parentales ou d'échapper à une atmosphère qui nous énerve, on doit faire très très attention à cette décision. En tout cas, se marier pour ces raisons-là, c'est voué à l'échec. Parce que l'émotion dominante et négative, qui est la colère, le ressentiment et l'amertume, est peu propice à une relation finalement saine et durable avec un homme ou une femme. Les qualités essentielles au succès, comme l'amour, l'engagement et la fidélité, sont soit absentes, soit dissimulées en second plan, derrière la première motivation qui est de défier une autorité. Et donc, une personne qui se marie par défiance voit davantage son époux ou épouse comme un moyen d'échapper à des parents dominateurs que comme l'objet de son amour, son compagnon, son ami. Cela constitue un fondement insuffisant à un mariage heureux et réussi. Donc tu l'as compris, ne te marie pas pour défier l'autorité parentale, ni même pour fuir une atmosphère où tu es malheureuse. Ça servira à rien. Parce que le mariage, c'est pas une porte de sortie, c'est pas une bouée de secours. Voilà, les gens qui se marient pour fuir quelque chose trouvent rarement ce qu'ils recherchent parce qu'en général, ils cherchent une solution de facilité. Donc, ils vont tomber dans les bras du premier ou de la première venue et ça peut être une grosse erreur. Fuir ta famille parce que tu es malheureux, parce qu'il y a des dysfonctionnements, c'est vraiment pas une raison valable pour se marier derrière. Si tu dois partir, alors pars, trouve un travail, un appartement, prends réellement ton indépendance comme il le faut. Et du coup, c'était le deuxième point, ne pars pas te marier parce que tu es malheureuse. Le troisième, il reste toujours dans le même contexte. Ça suit en fait. C'est partir ou se marier parce que tu as une image de toi négative. Alors, il y a certaines personnes qui se marient dans l'espoir que le mariage va leur donner un sentiment de valeur, ainsi que un sens à leur vie. Elles ont une si mauvaise image d'elles-mêmes qu'il leur faut constamment quelqu'un pour affirmer leur valeur et pour leur dire qu'elles sont bien. Ne démarre jamais un mariage comme ça, en pensant que c'est toujours le partenaire qui va te dire ce que tu vaux. Guéris de ce que tu dois guérir, cherche-toi, je sais pas, voyage, rencontre les gens, construis un rêve, une vision, et puis tu vas voir, tu vas commencer à prendre confiance en toi. Commence à te parler à toi-même et à dire ce que tu vaux, ce que tu veux voir de toi-même. Commence à te féliciter si on t'a jamais félicité. Commence à dire que tu t'aimes si personne ne t'a dit que il t'aimait. Commence à donner de la valeur à ta vie, donner de la valeur à ton âme, donner de la valeur à qui tu es.
Parce que tu auras beau même trouver la personne parfaite qui va te dire tous les jours que tu es incroyable, que tu es belle, que tu es parfaite. Si toi-même tu n'y crois pas, même sa bonne attitude envers toi, même son amour envers toi, même sa bienveillance envers toi ne fonctionnera pas. Tu boycotteras cet amour. Donc tu dois d'abord t'apprécier, tu dois d'abord t'aimer, tu dois d'abord savoir qui tu es, tu dois d'abord rechercher ta personnalité dans les yeux de Dieu. Deviens cette femme, deviens ce jeune homme solide dans ton identité, sûr des valeurs que tes parents t'ont inculquées ou sûr des valeurs que tu as reçues et que tu as développées au fur et à mesure que tu as grandi. Pour pouvoir construire après un mariage heureux, réussi et significatif à tes yeux, qui aura de la valeur à tes yeux. Parce que un mariage sain va réunir deux personnes pas totalement complète, c'est pas vrai, mais en tout cas construite, avec des bases, avec des fondements. Et au fur et à mesure que tu vas te lier à cette personne que tu auras trouvée dans le mariage, vous allez devenir deux moitiés complètes. Et même, je dirais même, vous n'allez plus faire que un. Il n'y aura plus de moitié à droite, moitié à gauche. Vous n'allez former que un. Afin de former une union bien plus grande que la somme des parties qui la composent. Deux personnes qui s'unissent en étant sûres de leurs valeurs, sûres de leur identité. Tu dois donc résolver le problème de l'image, de ce qu'on t'a fait jeune, adolescent, à l'école, au travail. Et puis, construire. Voilà. Casser les mauvais fondements et reconstruire de bons fondements. Parce que de toute façon, le mariage ne pourra jamais résoudre quoi que ce soit. Bien au contraire, le mariage va même parfois amplifier les défauts de caractère et va exposer notre concept de soi. Ça va mettre en avant si on a confiance ou pas en soi-même. Le mariage va empirer les choses parfois. Tu dois donc trouver ta valeur dans ta relation avec Christ. Ton identité. Tu dois prendre conscience que tu es une âme précieuse, créée à l'image de Dieu, pour laquelle Jésus a donné sa vie. Une fois que tu vas comprendre tout ça, que tu fais partie de la famille royale, ta façon de penser, d'agir et tes émotions changeront de négatif à positif. C'est le remède à une mauvaise image de soi. Ne te marie jamais sous le coup d'une déception amoureuse. J'étais très amoureux d'un garçon et pour l'oublier, j'ai rencontré un autre très rapidement. Et puis ça se passe bien. Et puis je m'engage avec lui, comme ça me fera oublier le premier. Non, pause. Mais vraiment pause. Cette raison, elle est étroitement liée à la précédente. Les gens qui, dans le passé, ont été blessés par des relations ou un précédent mariage se sentent découragés et souvent déprimés, avec une estime de soi au plus bas. Et c'est à cause de ça que tu ne peux pas te marier si ça n'a pas été résolu avant. Tu n'as pas besoin de te marier pour prouver que rien ne cloche chez toi. Il y a d'autres moyens de le faire. Et donc, travaille ton image de toi-même. Tu dois devenir ta propre fan. Comme ça enlèvera tout doute. Ah oui, mais il m'a largué. Oui, mais il m'a dit pas mal de choses. Peut-être. Mais si toi, tu sais qui tu es, si toi, tu sais la valeur que tu as, c'est peut-être que la personne qui était avec toi n'était pas la bonne et qu'il n'a pas su voir les qualités que Dieu avait mis en toi et ce que tu pouvais lui apporter. Et donc, s'il n'a pas compris ce que tu pouvais lui apporter, ok. Moi, c'est pas grave, je sais qui je suis. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit arriver, qui sera 15 000 fois mieux que toi et qui verra les valeurs, la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Imaginons après ta rupture. Bon, le gars te dit plein de choses, il te dit, moi je te laisse, tu me conviens pas. Il disparaît et tu rencontres un nouveau garçon. Et il est super, il convient, tu lui plais, ce que tu as lui donné lui convient. Et puis, tu décides de te marier avec lui. Et puis ton ex revient. Et étant donné que tu n'avais pas réglé ce problème de « je ne lui plaisais pas avant », ou tu n'avais peut-être pas réglé le problème de « c'est pas moi qui l'ai quitté, mais c'est lui qui m'a quitté », s'il revient dans ta vie qui te séduit, comment tu vas faire?
Est-ce que tu seras assez forte pour dire non, moi c'est terminé, je connais ma valeur, j'ai trouvé la personne qu'il me faut, ou inconsciemment il y a toujours un lien avec cette personne-là et tu vas vouloir retourner vers lui et là ça va faire tout capoter ce que tu as construit parce que tu n'as pas confiance en toi et peut-être que cette histoire n'est pas terminée avec l'ex, puisque c'est lui qui a fermé la porte et pas toi. Et c'est pour ça que c'est important après chaque rupture de prendre du temps et dire ok, c'est peut-être lui qui a rompu, mais moi aujourd'hui, je me rends compte que j'en veux pas de cette personne, que toute l'atmosphère, la personnalité me convenait pas. Et il faut que ça soit clair dans ta tête et pas rester attaché ou lié à cette personne-là pour que la personne qui va arriver derrière ne se retrouve pas avec le fantôme de ton ex dans sa relation. Ça, c'était pour toutes celles qui ont du mal à décrocher des ex. À un moment, si tu veux quelque chose de nouveau, si tu veux un nouveau vin, il faut jeter complètement l'ancien vin. L'autre point qu'on va aborder, c'est aussi la peur d'être laissé pour compte. Alors, cette peur, en général, elle affecte aussi bien les hommes que les femmes. Mais elle a tendance à frapper plus durement les femmes. Ouais, c'est surtout les femmes qui, arrivées à un certain âge, vont commencer à se dire « Ouh là là, est-ce que je suis pas en train d'être laissée de côté ?» Parce que tous les beaux gosses qui arrivent dans mon entreprise, qui arrivent autour des, je sais pas, de mes sœurs à l'école ou qui arrivent dans une église, etc., ne me regardent jamais. C'est toujours mes copines, c'est toujours, je sais pas, la voisine, c'est toujours celle qui vient d'arriver alors que moi je suis là depuis longtemps. Et puis moi, je suis encore célibataire. Étant donné qu'on est dans une société qui rattache la valeur d'une femme au mariage, est-ce que la femme est mariée ou pas? T'as quel âge? Ouh là, toi tu dois avoir un problème si t'es pas mariée à cet âge-là. Bref, tout ça pour vous dire que il y a de nombreuses femmes célibataires qui commencent à s'inquiéter quand elles atteignent la trentaine, parfois la quarantaine. Et donc là, c'est panique. La panique prend le dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde se marie sauf moi. Tous mes amis sont mariés. Je suis la seule célibataire de mon patelin, de mon quartier, de ma famille, de l'église. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est dans cet état d'esprit que certaines femmes s'accrochent au premier venu qui leur manifeste de l'intérêt, qui leur manifeste de l'amour, qui leur manifeste de l'attention. Et en plus, il y a des signes qui montrent qu'il a un caractère défectueux, qu'il est destiné peut-être à être une tare dans sa vie. Mais peu importe, c'est pas grave, parce que moi j'ai déjà 45 ans, donc faut y aller. Non, attention, il y a danger. Il y a vraiment danger. Ne sois pas désespéré au point où tu es prêt à accepter n'importe qui. Ne regarde pas seulement le fait qu'il s'intéresse à toi. Et du coup, je vais rajouter le dernier point qui peut aller avec celui-là, c'est que tu ne te maries pas pour être le thérapeute, le conseiller ou le psy de ton partenaire ou de ta partenaire. Dans le sens où tu as peut-être été une personne qui a conseillé cet homme ou cette femme, et puis à force de la conseiller, à force de répondre à ses demandes de conseils, de temps d'écoute, etc., tu vas commencer à développer des sentiments pour cette personne et tu vas avoir ces sentiments qu'il faut que tu t'engages avec elle parce que elle vient souvent vers toi pour te demander des conseils. Ça, c'est pas bien pour commencer une bonne relation amoureuse. On se marie pas basé sur ça, en tout cas. Et ça, c'est souvent des choses qui peuvent arriver dans les églises. Et il m'a donné des conseils, elle m'a donné des conseils, elle a pris du temps, et certainement parce qu'elle m'a conseillé, certainement parce qu'elle a pris du temps à se poser avec moi et à me consoler ou à m'exhorter, etc. Peut-être que ça devrait être l'homme ou la femme. Non, pas forcément. On est là pour être des conseillers, on est là pour vous exhorter, on est là pour s'aider entre frères et sœurs, mais cela n'est pas un signe qu'il faut épouser la personne. Voilà. Donc on n'est pas là pour être le thérapeute ou le médecin d'une personne à vie. Le mariage reste une union d'amour. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des personnes fragiles, sensibles, qui vont être conseillées par exemple, je donne des exemples concrets, un responsable, un mentor, une figure d'autorité, et puis il va prendre le temps de te conseiller, il va prendre le temps de lui parler, il va prendre le temps quand elle le demande ou quand il le demande, etc. Et puis ces personnes-là, au lieu de comprendre qu'il y a une limite, qu'il y a une frontière à pas dépasser, va commencer à s'amouracher de la personne. Très souvent, ça arrive à l'école aussi, des élèves qui dépassent la limite, qui vont s'amouracher de leur prof d'histoire, de leur prof d'anglais, bref, et puis elles vont commencer à développer des sentiments qui ne devraient pas être là. On doit faire attention. On n'est pas là pour s'amouracher des personnes qui nous conseillent.
C'est très dangereux. Et normalement, une personne qui est professionnellement dans un domaine, qui te donne des conseils, doit constamment veiller à ce genre de choses-là et doit mettre une limite à la personne. Bon, je vois que tu me consultes souvent, je vois que tu viens souvent vers moi. Je vois, tu veux souvent avoir mon avis, mais moi je te donne mon avis en fonction de la parole de Dieu. Si Dieu a quelque chose à me dire à travers, pour tes réponses, mais ne viens pas vers moi constamment en espérant créer un lien plus familier, plus profond, puisque je suis un conseiller. Par exemple, une jeune fille à l'église va venir voir un responsable ou un mentor ou quelqu'un qui est bien positionné et puis elle vient le voir une fois, bon ok, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Avant moi, il faut vous poser des questions. Pourquoi cette jeune fille, pourquoi cette femme, pourquoi ce jeune homme vient toujours me voir que moi ? Pourquoi il vient toujours me consulter pour des choses qu'il pourrait finalement décider tout seul ou décider avec Dieu en priant. Bref, il y a des gens des fois qui prennent une excuse hors de contexte pour pouvoir valider des actions et franchir une limite qu'il faut pas franchir. Et ces jeunes filles, après, vont dépasser certaines limites. J'ai vu des cas vraiment, des fois, tu te dis, waouh, ça va trop loin. Et puis des jeunes filles qui commencent à s'amouracher de leurs responsables, s'amouracher de leurs mentors, s'amouracher de ce qui ne devrait pas se passer en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est important de mettre des limites bien précises. Conseiller oui, mais attention, on ne dépasse pas une certaine limite. On ne rentre pas dans une certaine intimité. Il y a des choses pour lesquelles les gens peuvent se débrouiller seuls, en cherchant Dieu, en lisant leur Bible et surtout finalement toujours rediriger les gens vers Dieu, parce que les gens sont un peu feignants et ils veulent jamais chercher Dieu, ils veulent toujours des réponses faciles, ils veulent toujours la réponse ou la solution miracle venant de quelqu'un d'autre en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui aura toujours la réponse. Mais en réalité la réponse des fois elle se trouve en toi, t'as pas envie de l'entendre et Dieu te parle mais t'as pas envie de l'écouter. Donc, vous conseillez, les gens qui vous parlent, qui vous conseillent, non pas à se retrouver avec une bague au doigt, parce que on a l'impression que c'est comme une situation créée par le ciel et que forcément Dieu, rien du tout. Tu avais besoin de conseils, la personne t'a donné des conseils, ça s'arrête là. Dernier point que je voulais voir avec vous, j'étais pas sûre de vous l'avoir dit, mais on se marie pas à cause d'une grossesse. Je vais m'arrêter là parce que je crois en avoir déjà parlé, mais on ne se marie absolument pas à cause d'une grossesse. Non, c'est pas une raison. On doit en discuter, on doit voir s'il y a réellement de l'amour, on doit voir si les raisons pour lesquelles finalement on veut valider un mariage sont les bonnes au-delà de la grossesse et tenir au courant les familles de chaque côté, en discuter et puis si effectivement il y a de l'amour, si effectivement il y a eu une bêtise d'un soir et que ça emmène vers une grossesse, bon là oui, mettre sa vie en règle devant Dieu, mettre sa vie en règle pour soi-même, mais absolument pas, on se marie pas avec une fille ou même avec un garçon si tu es enceinte parce qu'on est enceinte, voilà. Ou pour avoir des relations sexuelles. Non, absolument pas. On s'assure que ce soit la fille ou l'homme qui ait de l'amour. On s'assure que réellement il y a une histoire qui nous emmène vers le cheminement du mariage, mais il n'y a pas d'obligation. Et on doit vraiment faire attention à ne pas prendre des décisions qui peuvent vraiment détruire notre destinée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire très vite parce que je ne pouvais pas voir plus en détail les différents points, mais j'y reviendrai certainement dessus dans d'autres vidéos. En tout cas, j'ai dit le principal, soyez bénis. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter en fonction du sujet que je vous partage. À bientôt.